Bonjour, c'est Philippe. Dans ma précédente et cinquième vidéo d'initiation à l'assembleur sur le Commodore 64 avec CBM PRG Studio, je vous ai parlé de la mémoire du Commodore 64 et des registres de contrôle de ces puces SID, VIC2 et CIA qui sont pilotés à partir des adresses en mémoire. Aujourd'hui, dans ce sixième tuto d'initiation, je vais vous parler des registres du processeur 6510, celui qui anime le Commodore 64. Cette vidéo sera davantage une révision dans le cadre de l'initiation à l'assembleur que je vous propose sur le Commodore 64 qu'un cours exhaustif en langage machine. En effet, 3 de mes tutos de ma série Langage Machine 6502 facile pour les nuls seront beaucoup plus complets à cet égard. Alors, il s'agit des tutos numéro 4, les registres des processeurs 6502 et 6510 dont le lien s'affiche en haut de l'écran. Numéro 5, le pointeur de pile dont le lien s'affiche en haut de l'écran. Numéro 6, le registre d'état du processeur dont le lien s'affiche en haut de l'écran. Je vous invite donc à vous référer à ces 3 tutos si vous êtes un parfait débutant en langage machine et si vous ne connaissez rien, mais vraiment rien, en ce domaine. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un registre de processeur? Très curieusement, il est difficile de trouver dans les ouvrages anciens une définition claire sur les attributs d'un registre de processeur. Il faut se rabattre sur des lectures plus modernes comme Wikipédia pour se forger une idée précise de l'utilité et de l'utilisation d'un registre de processeur. Dans mon ouvrage, j'ai proposé une définition. Elle est ce qu'elle est, probablement trop longue. Je vais essayer de la simplifier dans cette vidéo. Les registres sont des emplacements à l'intérieur du processeur conservant des données ayant vocation à être traitées par le processeur. C'est aussi simple que cela. Alors la première caractéristique des registres, c'est qu'ils sont internes. Le processeur y accède donc plus rapidement qu'il ne le fait en mémoire. Plus le nombre de registres est élevé, moins le processeur a besoin d'accéder à la mémoire et en conséquence, plus le processeur opère rapidement. Le nombre de registres sur le processeur 6510 est très limité. Ces concepteurs, tout comme les concepteurs du processeur 6502, ont choisi de favoriser la rapidité des accès en mémoire au détriment du nombre de registres. Un choix très différent de celui retenu pour le processeur Z80. Deuxième caractéristique, les registres conservent des données traitées par le processeur, mais elles n'ont pas vocation à y rester. Elles sont placées provisoirement dans les registres, elles seront effacées, modifiées, éventuellement transférées dans un autre registre pour en définitive être placées en mémoire. Ceci est particulièrement vrai pour le processeur 6510 qui contient très peu de registres. Tout d'abord, le processeur 6510 dispose de 2 registres d'entrée et sortie situés en mémoire aux adresses 00 et 01, dont les bits 0 à 2 permettent de contrôler l'étagement de la mémoire sur le Commodore 64. Ma précédente vidéo vous donnera plus d'explications sur cette fonctionnalité. Les bits 3 à 5 contrôlent quant à eux le fonctionnement du lecteur cassette dataset du Commodore 64. Le processeur 6510 dispose également des mêmes registres que le processeur 6502, notamment les registres de programmation. 3 de ces registres de programmation ont une finalité générale. Il s'agit de l'accumulateur, appelé parfois A,
et les registres X et Y, appelés tout simplement X et Y respectivement. En effet, les valeurs qu'ils traitent, qui n'excèdent pas 8 bits, c'est-à-dire un octet, peuvent être échangées directement entre ces trois registres et la mémoire de l'ordinateur. Pour illustrer de manière pratique mon propos, je vous propose d'utiliser CBM-PRG Studio, plus précisément le debugger de CBM-PRG Studio. Le debugger va permettre de trouver des erreurs, des problèmes de fonctionnement d'une routine écrite en assembleur. Et CBM-PRG Studio offre un debugger intégré qu'on appelle tout simplement en cliquant, vous voyez, sur cette icône en forme de flèche verte. Ici, vous avez mon programme, ma routine écrite en assembleur qui débute à l'adresse 49152 et par ces quatre instructions LDA04, STA 0400 en hexadécimal, LDX 0400 en hexadécimal et LDY 0400 en hexadécimal également. Notez la présence du hashtag ici pour cette première instruction. Qui veut dire que l'accumulateur va être chargé avec la valeur 0,4, valeur 4 en décimale, et cette valeur va être placée à l'adresse 0400. Et ces deux instructions, LDX, LDY, vont aller charger la valeur qui a été placée à l'adresse 0400. Alors, je vais lancer le debugger, et on va voir ce qui se passe. Alors, vous avez normalement trois fenêtres qui s'activent. Le debugger à proprement parler. Ici, la mémoire vidéo. Et ici, une fenêtre qui permet de détecter le contenu de la mémoire. Alors, je vais lancer étape par étape mon programme. Vous voyez ici, vous avez les instructions qui s'affichent. Ici, je peux, en cliquant sur cette icône, exécuter ma routine étape par étape. Donc LDA 04, mon accumulateur, vous voyez, s'est chargé avec cette valeur 04. STA 0400 va placer la valeur de l'accumulateur à l'adresse 400. Nous allons regarder ici ce qui se passe à l'adresse 400 et nous voyons que 04 a été placé et dans la mémoire écran ici vous voyez qu'un D, la lettre D a été affichée parce que le code caractère 4 correspond à la lettre D dans la mémoire écran. Nous poursuivons l'exécution du code. LDX 0400, ça veut dire que le registre X va être chargé avec la valeur à l'adresse 0400. Nous voyons que c'est bien le cas. Et la seconde instruction charge le registre Y avec la valeur à l'adresse 0400 et nous voyons que cela fonctionne. L'accumulateur sert également à conserver le résultat des opérations mathématiques et logiques du processeur. Il permet des transferts d'octets avec les registres X et Y grâce aux instructions en assembleur TXA, TAX, TYA et TAY. Je vais poursuivre l'exécution de ma routine écrite en assembleur avec ces deux instructions. Vous voyez LDA hashtag 05, ça va charger l'accumulateur avec la valeur 05 et cette instruction va transférer la valeur de l'accumulateur, qui ici est 0,5, dans le registre X qui a pour valeur 0,4. Vous voyez, le registre X a bien été chargé avec la valeur 0,5 avec cette instruction. Plus spécifiquement, les registres X et Y peuvent être utilisés comme des index d'adressage lorsque le processeur recherche et place des valeurs en mémoire. Leur valeur est alors ajoutée à une adresse de base pour déterminer une adresse définitive de lecture ou de sauvegarde en mémoire. Je poursuis l'exécution de ma routine qui va illustrer mon propos sur l'indexation.
Le registre X contient la valeur 5 et l'accumulateur contient également la valeur 5. L'instruction STA 0400,x va placer à l'adresse 0405, c'est-à-dire 0400 plus x qui vaut 5, la valeur de l'accumulateur. Je l'exécute et nous voyons que ici, nous n'avons pas de changement dans les valeurs de l'accumulateur et du registre X. En revanche, nous voyons que la lettre E est apparue ici. Vous voyez, elle est apparue dans la mémoire écran et c'est confirmé, vous voyez ici, par le contenu de la mémoire, ici 0,4. Donc là, c'est 0,400. 1, 2, 3, 4, 5. En 0,405, nous avons la valeur 5. Et si maintenant, je continue avec mon debugger et je poursuis l'exécution de la routine, le registre Y a été maintenant chargé avec la valeur 0,5, vous voyez, à cette adresse 0405. Le quatrième registre, le compteur ordinal, qu'on appelle parfois par son acronyme PC pour Program Counter en anglais, est un registre conservant une valeur 16 bits, c'est-à-dire 2 octets qu'on appelle PCH pour la valeur haute et PCL pour la valeur basse. Il représente l'adresse du prochain octet à lire en mémoire par le processeur. Ce registre détermine le sens de lecture des octets en mémoire. Il s'incrémente de 1 après chaque lecture, sauf instruction contraire. Si je reprends mon exemple de routine exécutée avec le debugger de CBM/PRG Studio, nous voyons qu'en exécutant l'instruction qui est composée de 2 octets, le processeur incrémente le compteur ordinal de 2 unités. En exécutant la deuxième instruction, le processeur effectue 3 lectures, puisqu'il y a 3 octets, et le compteur ordinal est incrémenté de 3 unités. Le cinquième registre, le pointeur de pile, qu'on désigne parfois par son acronyme SP pour Stack Pointer, contient une valeur qui correspond à la quantité de réserve disponible dans la pile du processeur, qui est une zone de sauvegarde rapide située entre les adresses 01, 00 et 01, FF. Les octets y sont sauvegardés dans l'ordre inverse de lecture normale qu'effectue le processeur en mémoire, c'est-à-dire du haut de la mémoire à partir de l'adresse 01 FF vers le bas de la mémoire jusqu'à l'adresse 01 00. Les octets sont extraits dans l'ordre normal de lecture. Dernière entrée, première sortie, LIFO en anglais, last in, first out. La valeur du pointeur de pile présente également la particularité de correspondre à la valeur de décalage, offset en anglais, à ajouter à l'adresse de base 0100 pour trouver le prochain emplacement disponible dans la pile du processeur. Le pointeur de pile est une valeur 8 bits, sa valeur est donc comprise entre 0 et FF en hexadécimal. À l'allumage du Commodore 64, les routines du kernel vont initialiser la valeur du pointeur de pile à la valeur FF. Mais lorsque la fenêtre du BASIC s'affichera à l'écran, la valeur du pointeur de pile sera réduite à la valeur de F3. En effet, les routines du BASIC exécutent toute une série d'opérations qui vont réduire la valeur du pointeur de pile. Enfin, le sixième registre, qu'on appelle le registre d'état, SR ou P, contient un octet dont certains de ces bits servent d'indicateur de survenance d'un événement particulier qui pourra être exploité par les routines écrites en assembleur. On appelle ces bits indicateurs les drapeaux du registre d'état. La plupart des instructions dépendent ou ont un effet sur les drapeaux du registre d'état.
mais les instructions dites de branchement conditionnel sont probablement celles qui ont le plus recours à ceci. Ces instructions de branchement conditionnel effectuent des sauts en mémoire en fonction de l'activation ou non des bits 0, 1, 6 et 7. Le bit 0, ou drapeau C pour carry, la retenue en anglais, est une sorte de 9e bit utilisé et modifié par les instructions arithmétiques d'addition ADC et de soustraction SBC, les instructions de décalage de bits ROL et ROR. Il est modifié par les instructions CMP, CPX, CPY, ASL et LSR. On l'active grâce à l'instruction SEC pour set carry et on le désactive grâce à l'instruction CLC pour clear carry. Je poursuis l'exécution de ma routine avec le debugger et avec cette instruction LDA hashtag FF, l'accumulateur va être chargé avec une valeur égale à 255 en décimale, hein, FF en hexadécimal, mais FF a la particularité d'avoir son bit 7 activé et nous voyons que cela active le bit 7. Vous voyez, du registre d'état, le drapeau N, parce que c'est une valeur potentiellement négative. Cette instruction ADC hashtag 02 va ajouter 2, mais vous savez que les valeurs 8 bits sont limitées, elles ne peuvent pas dépasser la valeur FF ou 255. Donc qu'est-ce qui va se passer en rajoutant 2 à 255 ? Mon accumulateur passe à 1. En revanche, vous voyez que le premier bit du registre d'état, hein, le bit 0 ou carry, la retenue, a été activé parce que nous avons rajouté un 9e bit en quelque sorte à notre valeur. Le bit 1 ou drapeau Z s'active dès que la valeur 0 est chargé dans l'un des registres ou obtenu à la suite d'une opération arithmétique ou logique ou tout simplement un décalage de bits. Il s'active également lorsque deux valeurs comparées sont égales. Si nous reprenons notre exemple avec le debugger de CBM PRG Studio, avec l'instruction LDA hashtag 00, nous chargeons l'accumulateur avec la valeur 0. Cela va, vous voyez, activer le drapeau Z du registre d'état, puisque la valeur de mon accumulateur est égale à 0 maintenant. Le bit 2 ou drapeau I, lorsque ce drapeau est activé, cela veut dire qu'il désactive les interruptions IRQ. Alors on active ce drapeau avec l'instruction SEI pour set interrupt et on le désactive grâce à l'instruction CLI clear interrupt. Le bit 3 ou drapeau D indique l'activation ou la désactivation du mode décimal et non pas binaire. S'il est activé à ce moment-là, le processeur va effectuer des opérations arithmétiques sur une base décimale. Les octets ont alors une valeur comprise entre 0 et 99. On l'active grâce à l'instruction SED et on le désactive avec l'instruction CLD. Le bit 4 ou drapeau B n'a pas d'existence d'un point de vue matériel. La valeur du registre d'état en effet est sauvegardée dans la pile du processeur après une interruption et l'instruction BRK. Le bit 4 de cette valeur du registre d'état sauvegardé dans la pile sera activé si le processeur a exécuté l'instruction BRK. A l'inverse, le bit 4 sera désactivé pour une interruption. On notera que le processeur sauvegarde dans la pile au préalable 2 octets correspondant à la prochaine adresse de lecture pointée par le compteur ordinal. Elle est majorée toutefois de 1 pour l'instruction BRK.
C'est la raison pour laquelle on considère que cette instruction tient sur 2 octets et non pas un seul. Reprenons maintenant notre exemple avec le débugger de CBM PRG Studio et exécutons l'instruction BRK. BRK a activé le drapeau B du registre d'état de mon débugger, mais pour m'en assurer, je vais aller vérifier la valeur sauvegardée dans la pile. Je rentre l'adresse 01FD en hexadécimal, la valeur 33 est la valeur de mon registre d'état sauvegardé, c'est une valeur hexadécimale, mais en binaire, c'est une valeur dont le bit 4 est activé. Remarquez également les 2 octets qui suivent aux adresses 01FE et 01FF. C01C est l'adresse pointée par le compteur ordinal après l'instruction BRK plus 1. Le bit 5 est inutilisé. Il est parfois appelé E pour expérimental. Il n'a pas d'utilité, en tout cas pas d'utilité prévue à ma connaissance. Le bit 6 ou drapeau V de débordement, overflow en anglais, indique un changement de signe potentiellement incorrect en présence de valeurs signées. En effet, le bit 7 dans un octet, en tout cas le dernier bit dans une valeur utilisée par le processeur, peut servir d'indicateur d'une valeur négative lors d'une opération arithmétique. Le drapeau V va alors s'activer, notamment si l'addition de 2 valeurs positives, c'est-à-dire 2 valeurs dont le bit 7 est désactivé, donne un résultat négatif, c'est-à-dire avec un bit 7 activé. Le drapeau V sera également activé si l'addition de 2 valeurs négatives, c'est-à-dire 2 valeurs dont le bit 7 est activé, donne un résultat positif, c'est-à-dire avec un bit 7 désactivé. Enfin, l'instruction CLV désactive le drapeau V. Le bit 7 ou drapeau N indique la présence d'une valeur potentiellement négative. Il s'active quand le bit 7 d'une valeur chargée dans l'un des registres est activé ou si le bit 7 est activé à la suite d'une opération arithmétique ou logique. Dans mon exemple de routine écrite en assembleur, nous avons eu l'occasion de voir le fonctionnement de ce drapeau lorsque nous avons exécuté l'instruction LDA #FF. L'accumulateur a été chargé avec cette valeur FF dont le bit 7 est activé, ce qui a provoqué l'activation du drapeau N du registre d'état. J'en ai fini avec cette présentation générale et initiation au registre du processeur 6510. Elle était théorique, mais il me semblait nécessaire de rappeler les bases avant d'aborder le dur de la programmation en assembleur sur le Commodore 64. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.